Ben Ok. voilà, on y est. On y est pour ce Zoom, pour cette masterclass sur la mystérieuse glande pinéale. Ravi de vous avoir toutes et tous, toutes, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'hommes, à part moi. Voilà, donc j'étais en train de me demander si vous seriez d'accord. On démarre par ce que vous savez ou croyez savoir de la glande pinéale. Et donc je vous invite à prendre la parole et en un ou deux mots, c'est quoi la glande pinéale pour vous? Annick, je vois que Alors, tu as déjà tu peux activer ton micro. Oui. oui, c'est bon là? Yes, let's go. Yes. Donc, Yes, donc c'est par elle qu'on reçoit toutes les informations du subtil, c'est par là qu'on reçoit toutes les informations du subtil. l'information du monde Yes. subtil, et qui communique aussi avec le cœur. Ah oui, Voilà. effectivement, et on va en parler. Mm. Merci Annick. En un ou deux mots, quelqu'un d'autre? Ça correspond avec le troisième œil. Ça correspond avec le troisième œil, carrément. Donc, c'est l'intuition aussi. C'est effectivement, c'est les informations qui nous arrivent. Et alors, ça a une forme aussi qui ressemble à l'œil égyptien. J'ai vu ça dans un schéma. Ah, ah. Et je sais que ça fait d'autres choses que je ne sais pas encore. Eh ben, on va le découvrir ensemble. Voilà. Merci Martine. Merci beaucoup. Qui d'autre? Allez-y. Un mot, une phrase. C'est quoi la glande pinéale pour vous? Et vous pouvez activer votre micro, hein, si vous voulez. Sinon, on démarre. Allez, bah écoutez, on y va. Alors déjà, comment on l'appelle? Parce que dans toutes les traditions, elle a un nom, enfin, elle a énormément de noms en vérité. Donc je pense que déjà, on a entendu troisième œil, on l'appelle l'épiphyse en science. L'épiphyse, l'alchimiste du cerveau, le troisième œil, l'œil d'Horus, on l'appelle aussi Ujjat, l'antenne spirituelle, la glande de la médiumnité. C'est bien ça, la glande de la médiumnité, le chakra ajna, dans les traditions indiennes et yogiques par exemple. On l'appelle aussi le sixième centre d'énergie, la fenêtre de Brahma, l'œil de diamant, l'œil de la polyvalence. Bref, vous voyez que dans diverses traditions, elle a des noms, souvent d'ailleurs très imagés. Et on va comprendre pourquoi après. Ensuite, il y a eu Platon, Descartes, Pythagore qui en ont parlé. Et ils disent, eux, que ce serait le siège de l'âme. Voilà. Donc moi, personnellement, je préfère la nommer premier œil, puisque nos yeux de chair sont ceux qui symbolisent la dualité. Alors que cet œil que l'on a en plein milieu du cerveau, on va le localiser tout à l'heure, on appelle le premier, que j'appelle le premier œil, c'est celui qui lève l'illusion de la séparation. Et là aussi, on voit qu'il y a un lien direct avec le cœur, parce que c'est aussi le rôle du cœur. Il y a un monsieur qui s'appelle Claudius Galien, successeur d'Hippocrate, donc à l'époque d'Hippocrate, qui nommait en grec cette glande pinéale conarium ou cornarium, qui ressemble à un cône, ce qui veut dire pignon de pain. Voilà. Ça ressemble à un pignon de pain et je trouve que euh, la comparer à un pignon de pain qui soit d'ailleurs ouvert ou fermé, voilà, merci celui-là, c'est très très juste. Et puis les taoïstes, vous savez que la médecine traditionnelle chinoise, le taoïsme, etc., c'est 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est les premiers écrits de taoïsme qui relatent un petit peu toute cette vie spirituelle. Alors, il y en a eu avant, hein, on retrouve en Mésopotamie notamment, voilà, mais qu'on a pu comprendre et traduire, les taoïstes, ça fait longtemps. Et ils affirment que la glande pinéale, elle est localisée, pardon, dans un lieu qu'ils appellent, eux, le lieu de cristal. Déjà, c'est intéressant. C'est une zone qui est à l'intérieur du cerveau, on va le voir tout à l'heure, qui va contenir la glande pituitaire, l'hypothalamus, le thalamus, la glande pinéale, qu'on appelle aussi l'épiphyse, évidemment. Et ils ont, eux, la conviction absolue que celle-ci, toutes ces hormones qui fonctionnent ensemble, et les neurotransmetteurs, soutiennent l'expansion de la conscience et permettent l'accès au monde parallèle, eux ils appellent ça au monde parallèle paradisiaque, qui existe au-delà de la réalité du plan physique, donc qui permettrait ce qu'on nomme l'expansion de conscience. Okay, donc là, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble et je vais vous partager mon écran pour cela. Hop, hop, et je partage l'écran pour vous montrer. Eh bien, regardez, simple, hein. À gauche, dans l'encart,
c'est la glande pinéale. Voilà à quoi elle ressemble. Elle fait 20 microns, hein, sa taille c'est 20 microns. Donc elle a une forme de pomme de pin, d'où son nom, hein, la pinéale. Elle a la taille d'un grain de riz, 8 mm. C'est la plus petite glande endocrine du corps humain. Alors, elle est composée de microcristaux d'apatite bleue notamment, mais aussi de calcites, qui font des tailles de 20 microns, qui forment des rhomboèdres, des octoèdres, des hexaèdres, empilés les uns sur les autres. Donc là, on le voit pas énormément sur l'image, sur l'encart scientifique qu'on a en haut à gauche, mais sur la pomme de pin, ça vous donne une idée un petit peu plus précise. Enfin, je trouve, moi, personnellement. Voilà. Ensuite, bah, t'es pas tout, hein, puisqu'on va la retrouver depuis la nuit des temps. Donc, on a parlé de Ajna, le chakra Ajna. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler de ce nom, hein. C'est le 6e centre d'énergie et il est symbolisé par ce triangle inversé et ce home en plein milieu. Ensuite, il y a le bâton d'Osiris. Vous voyez qu'il y a une glande pinéale, en tout cas une pomme de pin au niveau du bâton d'Osiris. On l'a aussi sur les tablettes sumériennes. Donc là, c'est vraiment les tablettes qu'on a retrouvées en Sumer, en Mésopotamie, les tablettes sumériennes, Enki et Lil, hein, pour ceux qui connaissent, eh bien, sont porteurs de cette glande pinéale également. Dans la main, hein, vous voyez, je suppose, en tout cas sur cette image, la pomme de pin entre les mains d'Enki. En Égypte antique, bah, c'est ça, hein, le troisième œil, Ujjat qui veut dire complet. Okay. Et en Asie aussi, regardez ces images. On les retrouve au Laos, au Cambodge, en Thaïlande. Bref, la glande pinéale, elle est partout, mais c'est pas tout. Regardez, vous savez, cet halo de lumière que l'on voit sur Marie, Jésus ou d'autres représentations, c'est l'activation de cette glande pinéale, et pas que d'ailleurs, c'est la connexion directement avec le divin. Et vous remarquerez que la main gauche de Marie et la main droite de Jésus appuient sur le cœur, comme si c'était un interrupteur. Ça aussi, c'est intéressant, on le verra un peu plus loin. Dans le caducée, on retrouve également la glande pinéale, en plein milieu de la place de Rome, au Vatican, les amis. Une énorme pomme de pin, why? Le sceptre du pape, je l'ai mis hein, là avec une loupe, vous avez également une pomme de pin. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, aussi aujourd'hui, c'est où est-elle située? Où est-elle située? Pourquoi? Parce que quand on va faire la respiration tout à l'heure, et pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, on organise des retraites, j'accompagne également, où on va sur des méditations beaucoup plus longues, où on va chercher à la localiser. Là, on va le faire un petit peu tout à l'heure tout de même. Voilà, où est-ce qu'elle est située? Regardez bien, et j'aimerais que pendant que vous regardiez cet écran et que vous voyez où est-ce qu'elle est située sur ces scanners, que vous puissiez vous aussi la localiser. Et là, vous prenez un temps, vous fermez les yeux, et vous posez déjà l'intention de pouvoir la situer, de la localiser. Donc, elle est entre les oreilles, en plein milieu du cerveau, évidemment, légèrement à l'arrière, ce qu'on appelle à l'arrière du cerveau limbique, le cerveau émotionnel, derrière le troisième ventricule cérébral, situé à la base du troisième ventricule. Donc, le troisième ventricule, vous voyez là, sur l'image de gauche, vous avez un carré. Vous avez un plan sagittal et vous avez un carré. Ben, c'est là qu'elle est située, très exactement. Et ça, c'est le troisième ventricule. Des ventricules, dans le cerveau, on peut imaginer ça comme des portails, comme des portes. On en a plusieurs. OK? Et celui qui est en plein milieu, là, vous voyez avec la flèche, vous voyez ou pas? Quand je fais le cercle. Ouais, OK, super. C'est ici que tout votre système nerveux vient se déposer. OK? C'est ici, dans cette forme de citron, vous avez un petit trait blanc, c'est là qu'est déposée la glande pinéale. On la voit bien ici aussi, sur le plan juste au-dessus. Elle est là. Elle est déposée, elle est toute seule. Il faut savoir que dans le cerveau, et c'est une particularité, tout est séparé en deux. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Même la glande pituitaire, elle a une bourse à droite, une bourse à gauche. Bref, tout est séparé en deux. L'amygdale cérébelleuse, etc. Sauf cette glande pinéale, qui a l'impression on a la sensation qu'elle a été déposée là, juste au-dessus de la colonne vertébrale,
en plein milieu du cerveau limbique, là, pif, elle est là. Ce qui va être intéressant, c'est que dans le cerveau, on a un liquide, les amis. Un liquide qui va permettre déjà au cerveau de ne pas cogner les parois. D'ailleurs, quand vous prenez un KO, quand vous regardez un match de boxe, de MMA, etc., et que vous voyez quelqu'un qui part en KO, c'est que son cerveau a frappé les os de votre crâne. OK? C'est pour ça qu'on a un liquide aussi à l'intérieur, pour que ce cerveau soit toujours en flottaison et qui ne touche pas les parois du crâne. Et c'est ce liquide céphalorachidien qui va jouer un rôle fondamental et majeur pour protéger le cerveau, oui, mais aussi pour nettoyer, régénérer, réénergétiser votre cerveau et tout ce qui s'y trouve. Ça fait partie de son rôle. OK? Alors, je vais quand même vous montrer une image intéressante, si je peux l'avoir, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous avez probablement tous déjà entendu parler du nombre d'or, de la suite de Fibonacci. Qui a déjà entendu parler du nombre d'or, la suite de Fibonacci? Ah, ok. Bon, ça va. Non? Claire, ok. Donc, t'imagines en spirale, on voit souvent des vortex comme ça, en spirale. Ça te parle un petit peu de la représentation des images. Bon, je ne vais pas là te faire un cours, j'en serais bien incapable, sur la suite de Fibonacci, qui est le nombre d'or, c'est très long à expliquer. Mais en revanche, sache que tout ce qui est conçu dans la nature est conçu à partir du nombre d'or. Les pyramides égyptiennes, les sunflower. Pourquoi je l'ai en anglais et je ne l'ai pas en français? Mon Dieu, tournesol. Les escargots, la coquille des escargots ou des crustacés, etc. Tout est fait à partir de ce nombre d'or qui est une suite logique qu'on appelle aussi la suite de Fibonacci. Donc, si tu prends la localisation de la glande pinéale à partir de l'arrière de ton crâne et que tu fais cette suite de Fibonacci, tu arrives pile sur la glande pinéale. OK? Alors, ce qui est aussi intéressant, et vous allez comprendre pourquoi c'est, en tout cas pour moi, important, c'est que cette glande pinéale, elle n'est pas séparée du reste du corps. C'est-à-dire que vous savez, dans votre cerveau, vous avez une barrière qui protège le cerveau qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. OK? Ça empêche, par exemple, des métaux lourds ou des cochonneries de rentrer dans votre cerveau. C'est une barrière de protection. Eh bien, la glande pinéale, elle n'a pas cette barre de protection. Ça veut dire qu'elle va avoir une énorme concentration de sang. Parce qu'elle baigne dans le liquide céphalorachidien qui est très chargé en énergie, parce qu'elle reçoit le volume sanguin le plus important du corps avec les reins, elle possède la plus forte concentration d'énergie dans le corps. OK? Ça, c'est important de s'en rappeler. Donc, elle est, par définition, active sur deux plans, cette glande pinéale, comme je l'ai un petit peu entendu. Donc, nous, on va quand même rentrer dans des choses assez pragmatiques aussi ce soir. Sur le plan physique, il faut déjà comprendre que la glande pinéale œuvre avec le spectre lumineux, visible et invisible. Okay? Donc, sur le plan physique de la matière, l'épiphyse, c'est ce qu'on appelle une glande neuroendocrinienne responsable des cycles circadiens et de l'équilibre hormonal dans le corps. Ok, je répète, l'épiphyse est une glande neuroendocrinienne, donc ça veut dire qu'elle est innervée et qu'elle a des glandes endocrines, donc qui peut libérer des hormones, responsable du cycle circadien et de l'équilibre hormonal dans le corps. Ça veut dire quoi, cycle circadien? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le cycle circadien? Levez la main ou opinion? Non? Ok. C'est tout simplement la notion de veille-sommeil. Je suis réveillé, je dors. On va y revenir. Le cycle circadien, c'est ça. Par exemple, quand vous partez de France pour aller au Japon, vous prenez 8 ou 9 heures dans la tronche, et quand vous revenez au bout de 2 semaines, vous avez un bon décalage horaire. Bon, voilà, le cycle circadien, il est un peu en vrac. Il va falloir qu'il se remette en route. Okay, donc ça, c'est sur le plan physique. On va y revenir. Là, je vous donne juste les gros titres. Et puis, sur le plan énergétique, invisible. Une fois que ces cristaux, parce que c'est une glande neuroendocrinienne, oui, mais elle a des propriétés très spécifiques qui vont pouvoir nous connecter au champ invisible d'information. Je vais y revenir. Okay, d'ailleurs, je tiens à préciser ici
qu'il y a une clinique au Brésil, c'est le docteur Sergio Felipe de Oliveira, pour ceux que ça intéresse, qui a une clinique qui s'appelle Pineal Mind. C'est-à-dire qu'il a une clinique depuis 2006, je crois, qui ne fait que étudier spécifiquement la glande pinéale. Donc, on a aujourd'hui quand même des données qui sont assez précises. La glande pinéale, elle joue un rôle dans, on va y revenir, mais la sécrétion de la mélatonine, des fonctions endocriniennes, la régulation du sommeil, l'influence sur le développement sexuel, développer l'éveil spirituel, l'intuition, etc., etc., etc. Okay, elle a des particularités, cette glande pinéale, et je vais vous en parler maintenant. Elle possède des cellules nerveuses de la même origine que celles de la rétine. Vous avez dans la glande pinéale ce qu'on appelle des pinéalocytes. C'est des cellules nerveuses qui ont la même origine que celles qu'il y a dans vos yeux. Les microcristaux de calcite, d'apatite bleue, ils baignent dans un réservoir d'eau structuré en suspension. Il y a de 100 à 300 cristaux par millimètre cube de glande. C'est considérable. Elle possède un effet piézoélectrique, piézoluminescent, piézochromatique. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi ça? Ben, en fait, en grec, piézine, c'est pressé. Et les ingénieurs connaissent bien l'effet piézoélectrique, c'est quelque chose qui existe. En fait, quand on exerce une pression sur un outil piézoélectrique, il va libérer un champ électromagnétique. On lui offre, on presse un stress mécanique, boum, ça libère un champ électromagnétique. Okay, elle est capable de nous transmettre des informations qui dépassent la vitesse de la lumière. Et puis, la glande pinéale est la première glande formée dans le fœtus, comme le cœur. OK? Allez, on va un tout petit peu plus loin. À quoi sert-elle donc sur le plan physique? Là, on va vraiment un peu plus développer parce que c'est important de le savoir, je crois. En tout cas, ça va peut-être nous aider, nous, à mieux la comprendre. L'épiphyse, je l'ai dit, c'est une glande neuro-endocrinienne responsable de la notion veille-sommeil et de tout l'équilibre hormonal dans le corps. Elle va superviser presque tous les processus corporels. Elle œuvre avec le spectre lumineux visible et invisible. Comment ça marche? Vous voyez, vous avez sur votre écran une image avec un œil qui regarde le soleil. Il faut savoir que dans votre cerveau, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. OK? Et ce n'est pas vos yeux qui voient. C'est votre cerveau qui traduit les informations que les yeux lui envoient. Donc, quand le soleil se lève, commence à se lever, vous avez de la lumière qui commence à apparaître sur la Terre. En regardant le soleil ou la lumière, l'information lumière va passer par les yeux vers le noyau suprachiasmatique, va descendre dans la colonne vertébrale, remonter jusqu'à la glande pinéale pour dire il y a du soleil, lève-toi. Et ça veut dire quoi, lève-toi? Ça veut dire qu'on va produire, à partir du tryptophane, de la sérotonine, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, ou l'hormone de l'éveil. Donc, il y a de la lumière qui apparaît, le cerveau est au courant que la lumière apparaît, et la glande pinéale va envoyer l'information pour dire « Ok, c'est le moment de se réveiller, on envoie la sérotonine à partir d'une matière qu'on appelle le tryptophane. » Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez vous lever. Par contre, dès qu'il y a une inhibition de la lumière, le soleil commence à descendre, il y a moins de lumière, la glande pinéale, de la même manière, va recevoir l'information de libérer, à partir de la sérotonine, et bien, va la transformer, parce que c'est un alchimique, hein, c'est une alchimie, va transformer la sérotonine en mélatonine, ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. Mais ce n'est pas que ça. On a le professeur Fourtillan qui a déterminé que la mélatonine avait son rôle, mais qu'il y avait d'autres hormones qui agissaient à ce moment-là, au moment du crépuscule, le 6-MH et la valentonine. Bref, j'avance un petit peu sur ce sujet, mais bon, moi, il me paraissait important quand même de le préciser, ça. Hein, voilà. Donc, les particularités, on en a parlé il y a quelques instants, hein, les pinéalocytes, les microcristaux, l'effet piézoélectrique. Donc, je vais revenir dessus, hein, sur l'effet piézoélectrique, il est fondamental. Donc, je vais vous le dire de toute façon. Voilà. Et on verra dans quelques instants à quoi elle sert sur le plan quantique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les glandes endocrines qui vont être activées, elles vont avoir un rôle crucial. Donc,
dans votre cerveau, on va revenir sur cette image-là, vous voyez ici, il y a la glande pinéale. Vous voyez? Je suppose que oui. Cette glande pinéale envoie l'information vers la glande pituitaire, qui est un peu plus basse. Mais entre les deux, il y a l'hypothalamus et le thalamus, qui sont des glandes, dont notamment l'hypothalamus, qui produit tous les produits chimiques dans notre corps. Ok? Donc elle travaille pas toute seule, cette glande pinéale. La glande pinéale, c'est comme si c'était l'entrée. Vous savez, pour ceux qui font de la musique, vous avez le input et le output. L'information qui entre, l'information qui sort. Eh bien, la glande pinéale reçoit de l'information, sur le plan visible et invisible d'ailleurs, l'envoie vers la glande pituitaire qui va projeter l'information, donc par exemple les hormones, mais entre les deux, il y a l'hypothalamus et le thalamus. J'espère que je suis assez clair. En tout cas, une fois que l'information est envoyée vers la glande pituitaire, qu'on appelle aussi l'hypophyse, eh bien, c'est la glande thyroïde qui va avoir de l'information, les glandes surrénales, le thymus, le pancréas, les ovaires, les testicules, et même certains organes non endocriniens. D'ailleurs, si on enlève par une opération la glande pinéale du cerveau, eh bien, la glande pituitaire va prendre le relais en se gonflant et en grossissant. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux qui est très, très, très important. OK? Pour notre qualité de sommeil, parce que vous savez que pendant le sommeil, il se passe des choses très importantes, et notamment le nettoyage du cerveau, la détoxification du cerveau à ce moment. OK? Donc, les rôles hormonaux de la glande pinéale dans le corps, c'est, écoutez bien, hein, elle est responsable, puisque c'est elle qui reçoit l'information en premier, de la croissance et du développement de l'être humain, de la température corporelle, de la tension artérielle, du bilan hydrique, du métabolisme et de la prise de poids, fécondité et reproduction, système immunitaire, activité anti-âge et antioxydante, et elle a un rôle sur la dépression, l'anxiété et la santé mentale. La glande pinéale supervise presque tous ces processus. Ok? Donc c'est pas rien, hein, en vrai, c'est pas rien du tout. Ok? Est-ce que déjà ce que je viens de vous dire, c'est ok, c'est clair pour vous? C'est bon? Il n'y a pas de questions? Sinon vous les écrivez dans le chat, hein, et puis on en reparle. Moi, j'ai Bref. une question. Ah! Qui a une question? Comment on fait alors, par exemple, quand tu dis qu'elle est responsable de la température de mon corps, hein? On n'est que des nanas là, les bouffées de chaleur là, donc c'est elle qui. Il se passe des choses chez les femmes, que nous on ne connaît pas, les hommes, notamment, hein, tu sais bien de quoi je parle. Oui, mais, Les mais bouffées les bouffées de la chaleur, le froid, le température chaud. du corps, les hormones, c'est elle qui gère. Elle, Donc, est-ce c'est que. elle, et c'est pas est-ce- que elle, c'est elle qui reçoit l'info et qui envoie en cascade à toutes les hormones de faire son travail. Alors, est-ce Donc, qu'on ne pourrait il y a pas lui des causer tu peux pour lui lui dire causer, de tu faire peux la faire autrement? travailler, exactement. Alors, il y a quand même des choses qui sont importantes à savoir, on le retrouve en médecine traditionnelle chinoise ou en ayurveda, et celui-là qui connaît bien l'ayurveda pourrait nous en parler. Il y a des corps qui sont froids, il y a des corps qui ont des tendances à être chauds. Donc, ça va déjà dépendre de votre propre bilan. Quel type de corps avez-vous? Comment il fonctionne? Et c'est vrai que la plupart des femmes ont des problématiques hormonales. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de femmes et peu d'hommes, notamment sur les problématiques de thyroïde. Bref, bien sûr qu'elle joue son rôle et on va avancer sur le sujet, on pourra en parler au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est pour bien comprendre que sur le plan physique, elle a un rôle fondamental. Fondamental. Et pourquoi on parle de l'inhibition de la lumière, la libération de mélatonine, vous allez comprendre à la fin pourquoi. Parce que c'est un alchimiste, cette glande pinéale. Elle va transformer plein de choses. Plein, plein de choses. Bref, j'en arrive maintenant à quoi elle sert sur le plan quantique. Donc, on va parler de l'effet piézoélectrique, si vous le voulez bien. Donc, je l'ai dit, hein, ça vient du grec piézine, pressé, écrasé, poussé. Donc, quand vous appliquez un stress mécanique qui va comprimer ces cristaux d'apatite et de calcite, ça va provoquer une libération d'un champ électromagnétique externe qui va étirer les cristaux jusqu'à leur maximum. Et en se rétractant, ils vont provoquer un inversement du champ électromagnétique, donc créer un magnétisme en direction, cette fois, de la glande pinéale.
Donc, tout à l'heure, vous avez vu, je crois que c'est toi, celui-là, qui m'a montré une pomme de pin avec, on va dire, les pétales solidifiés, voilà, qui sont écartés. OK? On peut l'avoir, on l'a vu tout à l'heure sur l'image aussi, tous ces pétales complètement fermés. Bon, imaginez un instant que, d'une certaine manière, par la présence du liquide céphalorachidien, par exemple, vous puissiez exercer une pression sur cette glande pinéale, volontairement. Donc, vous appuyez sur ces cristaux qui vont s'étirer et qui vont libérer un champ électrique. Et ils vont s'étirer tellement, 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 tellement qu'ils vont arriver au bout de leur étirement. Et au moment où ils se ramènent vers eux, boum, il y a un champ magnétique qui arrive. C'est un battement cardiaque presque. Et ça, nous, on peut l'activer. On a la capacité de le faire, volontairement. OK? Pour cela, eh bien, on va utiliser une respiration qu'on fera un petit peu à la fin. Voilà. Parce qu'une fois que la glande pinéale est activée, comme je viens de le décrire, elle va capter l'information du champ. Alors, comment on l'appelle? Champ quantique, champ unifié, la source, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, le champ quantique. Il faut comprendre que, d'abord, l'énergie qu'on appelle lumière, on peut la voir, effectivement, quand elle vibre sous les 300 000 km/s. 299 000 et quelques, sous les 300 000 km/s. Mais dès que cette énergie lumineuse passe la barrière des 300 000 km/s au-dessus, on ne peut plus la voir avec nos yeux de chair. Ça va trop vite, c'est ce que disait Einstein. Einstein, à 10 ans, il se posait cette question, les amis, qui l'a hanté, ou en tout cas qui l'a motivé pendant les 15 années suivantes. Il se disait, mais si je suis sur mon vélo avec une lampe frontale, que j'allume ma lampe frontale, que je me mets à pédaler plus vite que la vitesse de la lumière, où va la lumière? Le mec, il y a 10 ans, il se posait ce genre de questions. Et ça en vient à E égale mc2. Vous prenez de la matière que vous lancez à une vitesse vertigineuse au-delà de la vitesse de la lumière, cette matière disparaît de vos yeux. C'est aussi simple que ça. On a résumé la spiritualité. Voilà, ça y est, c'est bon, on peut partir. Hop. Alors, comme d'autres systèmes latents dans le corps, la glande pinéale fait partie des systèmes latents et puissants dans notre corps. Bien sûr que ça provoque l'éveil spirituel, ça lève le voile de l'illusion de la séparation, dont je vous parlais tout à l'heure, mais il faut respecter quand même certaines conditions. Donc, le nom qu'on peut donner à cette glande pinéale à partir de cet espace invisible, c'est un organe sensoriel de la médiumnité, comme le dit la clinique Pineal Mind, qui capte les ondes du spectre électromagnétique provenant de la dimension spirituelle. Sauf que, ok, elle les capte, mais il faut bien à un moment donné qu'on puisse voir les choses, les sentir. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un effet piézoélectrique, piézochromatique, piézoluminescent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont vous allez percevoir si votre glande pinéale a été activée ou non, c'est que vous allez avoir des images, par exemple, vous allez avoir des flashs, une clairvoyance qui va lever le voile sur certaines choses qui sont dissimulées. Et puis, vous allez pouvoir voir aussi des lumières, des petites taches lumineuses, ou des couleurs, des formes, comme ça a pu m'arriver à moi de manière extrêmement puissante. Voilà. Donc, tout comme on l'a dit tout à l'heure, vous savez, pour libérer les hormones, l'information, le soleil se lève, bim, ça arrive à la glande pinéale. Elle informe le thalamus et l'hypothalamus qui vont analyser, traiter l'information et modifier aussi l'information de nos expériences vécues. Et oui, et aller envoyer ensuite à la glande pituitaire qu'on appelle l'hypophyse, qui, elle, va réceptionner, donc elle, c'est la sortie, l'information pour envoyer au reste du corps. Donc, sur le plan invisible, c'est la même chose. Vous activez votre glande pinéale, elle capte l'information du champ unifié, du champ quantique,
Cette information subtile va passer à travers le thalamus et l'hypothalamus. Donc, elle va passer par l'analyse de vos expériences vécues. C'est pour ça qu'il y a certains médiums, certaines voyantes ou certains voyants, ça ne marche pas quand ils vous le disent. Pourquoi? Parce que c'est teinté, c'est coloré de leur vécu, de leur expérience, de leurs traumas qui n'ont peut-être pas été réglés. Donc, ils le voient, ils font des projections inconsciemment et vous livrent une information qui n'est pas tout à fait juste. Et ensuite, elle est envoyée vers la glande pituitaire, ou qu'on appelle aussi l'hypophyse, qu'on appelle aussi la glande maîtresse. Et quand elle libère ces informations, cette glande pituitaire qui vient de la glande pinéale, eh bien, elle peut le projeter en image animée, en couleur, en lumière, peu importe. Et vous avez un sentiment, une sensation de paix absolue, d'harmonie dans le corps à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu déjà cette expérience, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou quand je vis cette expérience de lever le voile, parce que c'est ce que fait la glande pinéale, elle vous donne plus de lucidité, plus d'expansion, elle lève le voile sur l'illusion. Et que tout est bien aligné dans votre corps, vous avez un sentiment de paix. Vous nagez dans une sérénité incroyable à ce moment-là. Et là, tu te dis, mais putain, pourquoi ça ne reste pas toute la journée? Ok. Donc, elle nous permet de voir la matrice d'une certaine manière. Et ça, les sagesses anciennes l'avaient compris depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Imaginez où on en est aujourd'hui. Ok. Donc j'avance un petit peu parce que là, c'est phénoménal. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Bon, euh, juste avant, vous voyez, l'œil d'Horus et le cerveau limbique. Bon, là, j'ai spoilé un petit peu. Mais juste avant, quand même, j'avais envie de vous dire que, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du cœur tout à l'heure. Le cœur, sur le plan physique, a son rôle, dont on reparlera dans une prochaine masterclass, mais il a un rôle aussi énergétique avec la glande pinéale. Rappelez-vous qu'au niveau embryonnaire et fœtal, le premier organe, c'est le cœur, la première glande, c'est la glande pinéale. Et le premier nerf, c'est le nerf vague qui relie la glande pinéale et le cœur, entre autres. Okay. Donc, qu'est-ce que fait le cœur? Le cœur, lui, il va rayonner un champ électromagnétique le plus puissant de votre vie sur Terre. Okay, le plus puissant. On y reviendra un autre jour. Le cœur capte l'information et l'envoie à la glande pinéale pour analyse. Ça veut dire que même sur le plan énergétique, quand vous allez faire la respiration tout à l'heure ou une méditation, ça part du périnée. Et en général, quand on fait remonter le périnée, on sent l'énergie arriver dans le cœur, comme si le cœur faisait un battement un peu plus fort et envoie directement l'information à la glande pinéale. Ok. Je tenais à préciser ça, je le redirai tout à l'heure, parce que je me souviens qu'il y a quelqu'un qui s'était posé la question. De toute façon, il y a énormément de points communs entre le cœur et la glande pinéale, c'est clair. Ok. Bref, je continue, je poursuis. Regardez-moi ça, les amis. L'œil d'Horus. L'œil d'Horus, en égyptien, on le dit Ujat, ce qui veut dire complet. Complet qui ne fait qu'un. Ok. Vous pouvez constater qu'il représente un peu un œil humain, d'une certaine manière, avec un sourcil, il y a deux marques colorées, d'ailleurs qui ressemblent au faucon pèlerin. L'œil d'Horus, Horus, c'est un faucon dans l'imagerie égyptienne, dans l'Égypte antique. L'œil d'Ujat, c'est le symbole protecteur qui représente l'œil du dieu faucon, Horus. Ok. Que vous dire d'autre là-dessus? Bah, que tout simplement, cet œil que vous voyez là, l'œil d'Horus, c'est exactement la forme du cerveau limbique en plan sagittal. Je ne sais pas si vous réalisez le truc, parce que ça, là, ce que vous voyez, bon, les historiens datent les pyramides égyptiennes de 2000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils sont plutôt en train de se demander si ce n'est pas 10 000. Et vous avez cet œil-là, l'œil d'Horus, qui correspond parfaitement au cerveau limbique coupe sagittal. Là où est logée la glande pinéale. Voilà, on le sait aujourd'hui. C'est pas énorme, ça? Comment ils savent ça? S'il vous plaît, comment ils savent ça? Regardez bien.
l'œil d'Horus et le cerveau limbique. Le noir de l'œil. Alors, on va partir plutôt de la droite, évidemment, puisque c'est là d'où part l'information. Là, ce trait dans le prolongement de l'œil, c'est la glande pinéale. Ça serait la glande pinéale qui envoie l'information, qui passe par le thalamus, qui est ici, l'hypothalamus, vers la glande pituitaire. Et ce qui forme l'œil, c'est le troisième ventricule. Et pourquoi il y a ce trait-là? Ça, c'est pour le cérébellum, le cerveau reptilien, là où il y a tous nos programmes subconscients. Et le sourcil, c'est le corps calleux. Le corps calleux, c'est une espèce d'échelle, enfin en tout cas de pont entre les deux hémisphères, droit et gauche du cerveau. Regardez, hop, toc, toc. Voilà l'œil d'Horus. Alors, ce qui est hyper pertinent quand même, en Inde, on appelle l'œil de Shiva. Les Indiens, ils portent un point rouge au milieu de leur front. D'ailleurs, les Égyptiens dans l'Antiquité, ils faisaient ça aussi. Dans toutes ces grandes civilisations, elles sont absolument unanimes pour désigner la glande pinéale comme le siège du troisième œil, ou du premier œil, en ce qui me concerne. Celui qui représente l'illumination. Ben, quand on est illuminé, on voit les choses telles qu'elles sont. On sort de la séparation, de l'illusion de la séparation, ce que les Indiens appellent Maya. Et pourtant, elle est toute petite. Et elle est remplie d'un liquide, de cristal liquide. Donc, elle détiendrait une quantité importante d'informations sur notre passé. Et c'est intéressant, et on le verra tout à l'heure avec Pineal Mind, c'est que les mitochondries qui sont à l'intérieur de cette glande pinéale, elles ont 150 000 ans. Va comprendre. Bref, je continue sur ma lancée pour vous dire qu'il va y avoir une transformation qui va avoir lieu. Mais avant de parler de cette transformation de la mélatonine à la DMT, je voudrais juste vous parler des cristaux d'apatite. Parce qu'il y a plusieurs cristaux dans le corps. On retrouve de la magnétite, on retrouve de la calcite et dans la glande pinéale et de l'apatite bleue. Donc, pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la glande pinéale, elle se dégénérait avec l'âge et qu'elle n'avait plus aucune fonction, mis à part faire émerger la sexualité autour de l'âge de 13-14 ans, pour ensuite perdre toute sa fonction et se calcifier naturellement. Se calcifier naturellement. Donc ça, c'était les croyances. Sauf que quand le docteur Sergio Felipe de Oliveira a fait son doctorat à l'université de Sao Paulo sur la glande pinéale, il a fait des recherches sur les cristaux de cette glande, avec qu'on appelle de la diffraction à rayon X. Et ben, ce travail, ça lui a permis de vérifier qu'elle ne se calcifiait pas naturellement. Et au contraire, elle va donner lieu à des formations de structures extrêmement organisées, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ces cristaux donnent à la glande pinéale une structure qui ressemble à une caisse de résonance. Et ça, c'est le rôle de l'apatite bleue, parce qu'elle comporte beaucoup d'électrons dans sa superficie, donc des ions négatifs, qui va repousser le champ électromagnétique, enfin, en tout cas le champ magnétique. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc quand un champ magnétique s'approche de la glande, il va toucher un des cristaux, ricocher les uns sur les autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le champ soit prisonnier, entre guillemets, dans ce troisième œil, et puisse rentrer en résonance. Okay, et donc, c'est ça qui pourrait potentiellement expliquer les phénomènes paranormaux, tels que la télépathie, la clairvoyance, etc., la médiumnité et tutti quanti. Voilà, donc la glande pinéale a ce rôle-là, et c'est vraiment très bien décrit aujourd'hui. Alors, par rapport aux mitochondries, ce même médecin, il a démontré, écoutez bien, que chaque cristal de la glande pinéale, et il y en a beaucoup, hein, on a parlé de 100 à 300, se développe à partir d'une mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est une très ancienne bactérie qui s'est intégrée dans une cellule vivante et qui possède son propre ADN, et en dehors du noyau cellulaire. Donc l'ADN des mitochondries, les amis, c'est une molécule circulaire d'ADN de toute petite taille. Et les recherches ont démontré que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les origines des groupes humains remonteraient jusqu'à plus de 150 000 ans. Grâce aux recherches sur les mitochondries,
qui retiennent des informations très lointaines. Et aujourd'hui, en 2025, on parle même de 250 000 ans. Et j'en viens aussi, parce qu'on parle de cette glande et de ces cristaux, sachez que dans votre cœur, vous avez aussi, alors on l'appelle la glande pinéale du cœur, hein, le nœud sinusal. Et bien en fait, ce nœud sinusal, cette glande pinéale du cœur est parfaitement alignée à la glande pinéale que nous avons dans le cerveau. Et c'est pour ça que le cœur est légèrement à gauche. Et c'est pour ça qu'il empiète sur le poumon gauche. Pour permettre à cette glande pinéale du cœur d'être en parfait alignement avec la glande pinéale que vous avez dans votre cerveau. Et plein d'autres choses dont on parlera quand on parlera du cœur, notamment. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont sensibles à la médiumnie, à la voyance, à tous ces phénomènes un peu dits paranormaux, qui sont tout à fait normaux pour certains d'entre nous, vous pouvez avoir des réactions dans le corps. Comment on sait exactement ce qu'on est en train de vivre, c'est juste, pas juste? Bah, votre corps réagit. Par exemple, vous pouvez avoir une sensation de poils qui se dressent au niveau de la nuque, ou un mal de ventre, avoir la sensation que le cœur s'emballe, une fatigue d'un coup, ou la sensation de vertige. Enfin, il y a pas mal de picotements, il y a pas mal de choses qui nous permettent de savoir si là, on est en train de capter de l'information ou pas, parce que le corps va nous faire réagir si on n'a pas réagi avant. Okay. Et les hindous, pour revenir à l'œil de Shiva tout à l'heure, les hindous, ils considèrent cette glande pinéale comme la glande de la santé et de la vie mentale, et évidemment du contact avec l'au-delà. Donc, vous avez déjà entendu parler de la sérotonine, les amis, je suppose. La sérotonine, euh, si vous êtes en dépression, les médecins vont vous prescrire quoi? Les antidépresseurs. Les antidépresseurs, c'est de la sérotonine faite chimiquement, parce que vous en manquez. Et à partir de la sérotonine, il y a toute une alchimisation de cette substance qui permet d'aller jusqu'à la mélatonine et les hormones du sommeil. Sauf que quand il n'y en a plus beaucoup, ça peut provoquer un certain nombre de problématiques. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet, même si on y était depuis tout à l'heure. De la mélatonine à la DMT. Vous avez déjà entendu parler de la DMT. Hein. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Rick Strassman qui a été le premier à émettre l'hypothèse qu'il y avait un lien entre la glande pinéale et la diméthyltryptamine. DMT, diméthyltryptamine. C'est, on va dire, c'est une substance chimique hallucinogène, c'est comme ça qu'il le nomme, la plus puissante qui existe sur Terre. Donc, il y a une étude assez récente qui a permis de découvrir que la glande pinéale elle sécrète la DMT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est appelée dans le milieu spirituel, mais aussi dans le domaine, on va dire, scientifique. On l'appelle la molécule de l'esprit, la molécule de Dieu. On l'appelle aussi l'anandamine. Il faut savoir qu'Ananda, c'était la déesse hindoue de la félicité. Donc, quand vous libérez la DMT dans le corps, vous avez un sentiment de félicité ou d'extase. Et Ananda, c'est un mot sanskrit qui signifie quoi? Béatitude, joie, bonheur. Parce qu'il crée cette sensation de bonheur. Alors, on va la retrouver dans la plupart des plantes assez connues. Hein, je vais en citer une, l'ayahuasca. Mais il y en a d'autres qui possèdent cette molécule naturellement au cœur de ces plantes-là. Elle a le pouvoir de permettre, pour celui et celle qui la consomme, d'entrer en contact avec les mondes, d'autres mondes, d'autres réalités. Et les scientifiques ont découvert que cette molécule, elle est présente partout, chez les plantes, chez les animaux, y compris dans le corps humain, on vient de le dire. Okay. Donc elle libère la DMT, notamment au moment des rêves. Eh bien oui, parce qu'on ne fait pas que rêver. Ce n'est pas qu'un processus, on va dire, le rêve psychologique de ce qui vous est arrivé dans la journée. C'est aussi à un moment donné des connexions. La DMT, elle est énormément délivrée au moment de notre mort aussi. Et souvent plusieurs heures après l'arrêt total du cœur. Donc elle est, cette molécule, à l'origine probablement des rêves et des expériences spirituelles. Donc selon certaines théories, quand on active la glande pinéale et qu'on consomme de la DMT, imaginez un peu le combo,
Bah, c'est ce qui serait à l'origine des religions, des croyances généralisées de l'au-delà qu'ont les êtres humains depuis des milliers d'années. Voilà. Donc, pour la première fois, elle a été isolée il y a 100 ans. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît cette DMT hein, que produit la glande pinéale. Et puis, elle est toute petite aussi. Elle. Voilà, j'ai l'impression que tout ce qui est petit est puissant. Bref. En plus, c'est que la DMT, elle a des propriétés chimiques similaires à celles de la sérotonine. Donc, vous imaginez bien que quand on se libère de la DMT naturellement, hein, pas parce qu'on prend des produits exogènes, on se sent bien. Donc, il y a beaucoup de traitements qui ont été étudiés, notamment pour la dépression, pour le trouble obsessionnel compulsif, les TOC, l'impact psychologique de la maladie terminale, par exemple, aussi, la toxicomanie, la dépendance à l'alcool, les troubles stress post-traumatiques. La DMT a été étudiée dans beaucoup de pays et l'utilisée pour cela. Par exemple, pour l'activation de cette glande pinéale, quand elle fait ce travail-là et pour votre expérience spirituelle, bah, en fait, vous créez un voyage onirique plus intense, plus éclairé. En fait, quand on active cette glande pinéale, c'est plus réel que la table ou l'ordinateur sur lequel je suis en train de parler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est absolument incroyable. Ça nous provoque beaucoup de créativité et d'imagination. On améliore la qualité du sommeil. Nos rêves, ils sont vivides, comme on dit, lucides et très, 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 très vifs. On peut voir son aura, observer l'énergie. On peut voir aussi toutes les manipulations qui se passent dans l'astral, parce que les amis, il y en a, et il y en a beaucoup. Et puis, ça peut permettre aussi d'ouvrir des nouveaux canaux extrasensoriels, on va dire ça comme ça. Okay, donc, on est plus créatif, plus intuitif. Et puis surtout, on développe aussi nos capacités inhérentes à chaque être humain comme un héritage, nos capacités dites spirituelles. Okay, donc là, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire quand on est fatigué. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ce soir, mais en tout cas, la mélatonine, elle augmente à partir de 22 heures dans le corps. Entre 22 heures et 6 heures du matin, c'est le moment où il y a beaucoup de mélatonine dans le corps. La mélatonine, quand vous activez votre glande pinéale, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de mélatonine dans votre sang, et rappelez-vous que la glande pinéale, c'est elle qui reçoit le plus de sang, plus d'énergie. Donc, il y a la mélatonine qui arrive en force vers la glande pinéale. Elle va, par son activation, faire son rôle d'alchimie, et notamment transformer la mélatonine, ce qu'on appelle en pinoline, ou en bêta-carboline, qui est déjà la mélatonine, c'est un antioxydant qui est quand même un neuroprotecteur super puissant, mais alors la pinoline, c'est encore plus que ça. Okay, vous continuez à donner à cette glande pinéale plus de mélatonine qui transforme en pinoline. La glande pinéale va la transformer ensuite en benzodiazépine. Donc, pour les problématiques d'ordre de santé mentale, de schizophrénie, ce genre de choses, les médecins prescrivent du benzodiazépine parce qu'il a cette faculté, le benzodiazépine, à anesthésier le cerveau. Et le benzodiazépine va être transformé une nouvelle fois pour devenir l'ADMT. Donc cette molécule, elle est peaufinée, peaufinée. Ça part du tryptophane qu'on retrouve dans l'alimentation. Le tryptophane devient du L-tryptophane, devient de la sérotonine. La sérotonine passe par d'autres processus pour arriver jusqu'à la mélatonine. Et quand on fait ce travail de respiration notamment, et on verra comment on peut activer cette glande pinéale dans quelques instants, eh bien, ça devient l'ADMT pour toutes on va dire, les caractéristiques, la puissance qu'elle peut nous apporter. Et pas seulement sur le plan spirituel, les amis. Ce qui est étonnant, c'est que la DMT est interdite en France. Et peut-être dans d'autres pays du monde. Alors que c'est une médecine, une très grande médecine, dans d'autres pays du monde, notamment en Amérique du Sud, etc. Okay, alors on arrive à la calcification de cette glande pinéale. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, elle ne se calcifie pas toute seule, comme si c'était normal qu'elle se calcifie, pas du tout. En revanche, il y a un certain nombre d'éléments qui aident à calcifier cette glande pinéale. En haut à gauche, l'encart, c'est une réelle glande pinéale calcifiée. Elle n'a pas à être dans l'état où elle est. Elle n'est pas protégée du flux sanguin, donc elle va accumuler tous les dépôts de minéraux, ce qu'on appelle aussi le sable cérébral. Donc en fonction du style de vie, notamment,
on va provoquer ou pas sa calcification accélérée. Le tabac, les antennes relais, la consommation d'alcool, la lumière bleue de la télévision, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, les montres connectées, les oreillettes connectées, la nourriture transformée, polluée, raffinée, le café de très mauvaise qualité, le fluoride, le fluor qu'on retrouve dans le dentifrice, mais aussi dans le robinet, dans des eaux non filtrées, par exemple. Certains médicaments, comme le Prozac. Bref, tout ça participe à sa calcification. Et l'un des éléments les plus probants qu'il démontre, c'est l'acidose, le stress oxydatif, notamment. Alors évidemment, les métaux lourds, les nanoparticules de métaux lourds qui arrivent à passer la barrière hémato-encéphalique, bon, c'est déjà une problématique, mais ça arrive aussi dans la glande pinéale. OK? Donc la calcification, elle est très importante chez beaucoup d'êtres humains. Alors elle peut être calcifiée complètement, elle peut être partiellement calcifiée, et il faut faire quelque chose. Et on a des choses à proposer, justement. OK. Voilà. Donc c'est sûr que quand on a une glande pinéale qui est en déséquilibre, les symptômes, ils sont un peu plus fréquents, quoi. Comme des maux de tête, l'impression de subir une pression au niveau des sinus, par exemple, autour des yeux, l'incapacité de rester concentré trop longtemps, à gérer son stress, les problématiques dont on a parlé aussi tout à l'heure, hein, notamment le sommeil, une chaleur excessive corporelle, bon, qui peut être due aussi à des problèmes hormonaux différents euh, que, que ce qu'on connaît déjà, hein. Voilà, alors comment on peut la décalcifier? Il y a beaucoup de méthodes de décalcification. Je veux juste vous rappeler une chose. Vous êtes des êtres illimités dans un corps limité, et ça sera toujours le paradoxe de l'humanité. Mais quand bien même vous pourriez avoir une glande pinéale calcifiée, le jour où vous vivez cette connexion puissante avec ce champ informationnel, d'avoir l'impression de vous connecter à Dieu, d'avoir une douche électromagnétique d'extase totale, là, peu importe si elle est calcifiée ou pas, hein, ça dépasse l'entendement. Donc, je préférais vous placer ça d'abord pour vous rappeler que oui, peut-être que votre glande pinéale est calcifiée, peut-être pas, peut-être un petit peu, mais de toute façon, c'est un style de vie, c'est euh, une voie à prendre ou pas, en fonction de ce qu'on aime ou pas dans notre vie. Donc, je vais vous donner quelques moyens. Là, j'en ai mis quelques-uns. Moi, c'est les expériences probantes que j'ai vécues, c'est-à-dire l'eau ionisée qui va alcaliniser mon sang, une respiration qu'on appelle chez les taoïstes la respiration inversée qu'on va faire tout à l'heure, la méditation du troisième œil qui est un peu plus longue mais qui est ultra puissante, qu'on appelle aussi les phénomènes de phosphène, de sun gazing, trataka, on le retrouve aussi, je vous expliquerai ce que c'est dans quelques instants, le jeûne, ou jeûne intermittent aussi, hein, mais le jeûne en particulier, le yoga. Moi, c'est ça qui a été probant pour moi. Maintenant, je vais vous donner une liste non exhaustive. Le jeûne, l'alimentation saine, vivante et alcalinisante, yoga, méditation, respiration, l'exposition au soleil, comme le sun gazing, c'est-à-dire la capacité à regarder le soleil au moment du lever du soleil et du coucher du soleil, parce que c'est là où le rayonnement est le moins agressif pour les yeux. La connexion à la terre. Trataka, c'est quoi? On se met dans une pièce totalement obscure avec une bougie, c'est ce que font beaucoup d'hindous, et vous regardez la flamme, vous fermez les yeux, vous avez ce phosphène, vous voyez la flamme un peu orange dans votre tête, et vous croisez les yeux et vous l'emmenez vers la pinéale. Dormir dans le noir, ouvrir les yeux, grand les yeux dans le noir absolu, et boire une eau ionisée alcalinisante. Ça fait partie des moyens qui existent en notre possession pour décalcifier la glande pinéale et l'activer aussi. Pas seulement la décalcifier, l'activer. Je rappelle que nous sommes des êtres illimités. Il suffit que vous vous connectez une fois au champ quantique pour comprendre que ça aussi, c'est une limite. Okay. Donc, en conclusion, avant de faire cette respi, je rappelle qu'elle a une activité chronobiologique, elle régule le rythme circadien, jour, nuit, que la glande pinéale avec sa copine, la glande pituitaire, l'hypothalamus, tout ça, enfin, tout ce qui est dans ce troisième ventricule, dans cet œil d'Horus, participe au bon fonctionnement de tous vos centres hormonaux, que la mélatonine elle a une action antioxydante, protectrice, elle aide aussi notamment au niveau du cerveau, des tissus périphériques, du sang,
des intestins, de la rétine. Bref, elle a un rôle fondamental, cette mélatonine. Okay, voilà. On peut l'activer, cette glande pinéale. On peut faire en sorte que dans notre corps physique, déjà, on se sente mieux, mais aussi qu'on puisse avoir des informations révélatrices en levant le voile de l'illusion de la séparation. Voilà. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai créé un PDF sur le sujet avec toutes les références en anglais et en français, enfin toutes, pas toutes, mais un certain nombre en tout cas, qui pourront peut-être vous aider à mieux saisir et cerner cette glande pinéale. Ok? Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là pour le partage, en tout cas, de cette glande pinéale. Bien. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce sujet? J'ai Ou une pas? question, s'il vous Oui. plaît. Ouais, s'il te plaît, sur l'aspect plutôt le plan physique. Oui, Tu parlais de la lumière oui, jour-nuit qui avait un impact très fort. Donc, il y a un lien directement avec l'œil ou... oui, Enfin, est-ce que je absolument. veux dire un aveugle, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la vue, va avoir d'autres Ouais. facultés? C'est pour ça qu'il est plus connecté, je sais pas. Ou... En fait, les yeux sont des capteurs de lumière, mais il n'y a pas que les yeux. La peau, les Ok. cheveux, tout ça, c'est autant d'informations qui arrivent. Maintenant, nos yeux de chair, leur rôle, Mhm. c'est de percevoir l'illusion de nos cinq sens, de la matrice, peu importe le nom qu'on lui donne, et d'envoyer l'information, puisque ce n'est pas l'œil qui voit, c'est le cerveau, envoyer l'information au cerveau qui lui se dit « Ah, ok, c'est le jour qui se lève ». Donc ça, c'est le noyau suprachiasmatique qui fait ce travail-là. Et l'information, elle est Mhm. envoyée à travers la colonne vertébrale, par le système nerveux de la colonne vertébrale, et boum, directement à la glande pinale, qui, elle, reçoit l'info. Il fait jour. On envoie la sérotonine, les gars. Ouais, c'est vrai. C'est traité avant d'arriver à la glande, quoi. Mhm. Ok. L'information est perçue, et ensuite, il y Ouais. a tout le travail de chimie corporelle que fait notamment l'hypothalamus. OK? Et pareil, quand il y a une inhibition de la lumière, bah, tu commences à être fatigué parce qu'il y a moins de lumière, il fait nuit dehors, tu peux mettre beaucoup de lumière autour de toi. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand on est en voiture et que tu commences à avoir un coup de barre, mets la lumière. Parce que d'un seul coup, poum, Mhm. lumière, ok, un petit peu de sérotonine, mais en général, ça ne suffit pas parce qu'il y a trop de mélatonine dans ton corps. Et l'information, elle va prendre le même chemin pour dire, ok, maintenant, à partir de la sérotonine, on transforme ça en mélatonine pour que la personne puisse dormir, se régénérer pendant son sommeil, la protéger au niveau du système nerveux, etc. Enfin, c'est vraiment une mécanique qui est extraordinaire, mais qui est aussi extraordinairement à la fois simple et extrêmement complexe. Parce que là, on en parle de manière complètement vulgarisée, mais si tu vas faire des recherches scientifiques, tu te casses la tête, quoi, parce qu'il y a tellement de choses. Mais grosso modo, c'est ça qui se passe. Ok. Et c'est le même fonctionnement sur le plan spirituel. On parlait d'intuition tout à l'heure. Ouais. L'intuition, c'est pas le cerveau. L'intuition, c'est le cœur. Le cœur capte ce qui se passe dans l'environnement, avant même que ça arrive. Et ensuite, cette information, il l'envoie à la glande pinéale pour traitement d'information et pour que tu puisses, toi, dire ah, faut pas que je prenne à gauche là, pas à Mhm. droite. Alors, des fois, on écoute, des fois, on n'écoute pas, des fois, on l'entend, des fois, on l'entend pas. Mhm. Expérience. Donc, c'est ça aussi le lien entre le cœur et la pinéale. C'est qu'à la fois, le cœur, c'est le signal Wi-Fi, Ouais. et la pinéale, eh ben, c'est la traduction de ce signal. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas son travail, mais elle est obligée, elle aussi, de s'activer quand elle reçoit cette information du plan subtil pour se mettre au diapason. Ok. On peut Donc, vivre sans? alors, il y a des pinéalectomies, hein, il y a des gens qui vivent avec une glande pinéale en moins. Je ne peux pas te dire qu'ils vivent très longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la glande pituitaire, elle double de volume. Comme Ouais. si elle reprenait une place qui n'est pas censée être la sienne, mais au cas où il n'y ait pas de pinéale, bah, que la pituitaire puisse faire un travail au moins hormonal déjà, et donc qu'elle fasse le input-output, Ouais. entrée-sortie. Mais bon, je suis pas tout à fait sûr si déjà avec une glande pinale calcifiée, on galère, alors si tu n'en as pas du tout. Mais il faut bien que le corps se mette en mode survie. Et le système nerveux, il est là pour quoi? Pour te mettre en homéostasie, d'être en recherche permanente d'équilibre corporel.
pour la survie du corps. D'autres questions, les amis? Oui, moi j'avais une autre question Oui, parce que Martine. tout à l'heure, tu as montré, alors c'est vrai que par rapport à l'emplacement de la glande pinéale, Hein. j'ai eu la sensation que tu montrais plutôt le coronal que du coup le Ah, c'est sixième. intéressant, ça. C'est intéressant. Et, C'est intéressant. et effectivement, le coronal, parce que moi le coronal, je l'appelle le GPS aussi. Mhm. Parce que c'est, voilà, pour moi, c'est des infos que je reçois. Alors, est-ce que je les Ouais. reçois de la glande pinéale, du coronal, c'est un mélange de tout Ah, ça et ça m'intéresse d'avoir ton avis de là-dessus. savoir. Eh ben, je vais te donner la traduction de la plupart des traditions, et notamment celle-là taoïste. Elle explique que dans ce cerveau limbique, il y a deux glandes endocrines fondamentales qui sont la glande pinéale et la glande pituitaire. Donc la glande pinéale, elle est épiphyse, elle est au-dessus de la glande pituitaire qui est un peu plus basse. Et au milieu, tu as l'hypothalamus, thalamus. Okay, donc ils sont dans un palais de cristal. Et quand ces quatre-là fonctionnent en harmonie, ensemble, c'est là qu'on a cette sensation que le coronal s'ouvre. Mais la glande pituitaire, qui est la dernière glande endocrine, elle n'est pas située au niveau de la fontanelle. Par contre, quand la glande pinéale et la pituitaire fonctionnent ensemble sur le plan physique, physico-chimique, mais aussi sur le plan spirituel, là, on a l'impression qu'ici, ça s'ouvre. Et ça nous connecte à un chakra qui est à 20 cm au-dessus de la tête et qui nous connecte au divin. Et donc, on peut avoir même cette sensation de « Oh, il y a quelque chose que j'ai reçu », comme si j'avais téléchargé quelque chose. Comme s'il y a quelque chose de l'extérieur qui venait m'habiter à ce moment-là. En fait, c'est rien d'autre que toi. Oui, oui, Toi sur une oui, mais dimension une plus autre, large. c'est ça, Donc, ouais. tu laisses émerger en fait de l'intérieur. Mais tu as cette sensation que ça tombe comme une info. Comme dans Matrice, vous savez, les petits chiffres verts là qui tombent. Ça fait presque ça. Voilà. Donc, en fait, ton coronal, c'est tout ce système limbique dans ton cerveau qui fonctionne en harmonie, qui fonctionne au taquet. Je rappelle quand même que si tu peux avoir des images qui sont projetées devant tes yeux, comme j'ai pu en avoir, comme vous avez pu en avoir, moi, dans ma première expérience d'éveil de la glande pinéale, j'ai cette sensation que mon corps se lève et que je flotte dans les airs. Je suis obligé de tenir le lit pour dire wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis non, abandonne-toi, lâche, tout va bien. Et à ce moment-là, je vois deux, ce que j'appellerais entités, qui me soulever comme ça. Genre, on va le faire, on va jouer un peu avec lui, tu vois. Mais les gars, moi, je vous ai vu. Mais ils étaient tous les deux en train de me soulever. J'ai vu ma glande pinéale être rougeoyante. Parce que une des techniques qu'on utilise en méditation, c'est d'entrer dans la glande pinéale, d'entrer dans le troisième ventricule. C'est-à-dire de mettre notre attention dessus, notre conscience dedans. J'ai vécu d'autres expériences qui étaient beaucoup plus fun ce jour-là. C'est que j'ai vu des images en 3D. C'est comme si vous aviez, tu sais, vos lunettes 3D au futuroscope, là. Vous avez l'impression de pouvoir attraper les choses qui arrivent devant vous. J'avais ça, j'avais une sphère en mouvement avec des couleurs qui étaient indescriptibles, plutôt une qui était tournée vers le jaune, une qui était tournée vers le vert, et la dernière vers l'indigo, violet, indigo. Et ça bougeait comme des fractales, comme des géométries sacrées. Je savais à ce moment-là que je captais de l'information. Je savais que c'était une information qui me venait. Mais je peux pas te décrire ce qu'elle était en train de me raconter. Je peux pas. Mais je sais qu'elle va émerger à un moment donné. Et elle a émergé à un moment. Donc Merci. voilà ce que je pourrais te dire, Martine, par rapport à tout ça. Il y a beaucoup aussi de... Et puis c'est très bien. Je veux dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires un peu romanesques autour de comment tout ça marche. Notre corps est un tout qui doit fonctionner en harmonie pour que ça puisse vraiment activer un certain nombre de Je process. médite depuis 30 ans quand même. Ah bah ça m'étonne pas, Martine. Et j'ai eu deux, tu as parlé d'ayahuasca, j'ai eu deux expériences. Je referai plus, mais j'ai eu deux expériences très fortes d'ayahuasca. Il y Ok. a, il y a 15-20 ans. Ouais. Et oui, et puis il y en a d'autres ici je sais, qui ont vécu ces expériences-là, qui arrivent à un moment dans notre vie parce qu'on
il n'y a pas de jugement non plus à porter à ça. Et puis souvent, ça peut être vraiment très révélateur. Mais Ça peut... ce qui me reste dans le souvenir, c'est Ouais. le moment où ça avait, où ça, tu vois, quand Ah bah, la DMT. En fait, ça- tu as pris ta dose, tu as pris ton chute de diméthyltryptamine, Martine, là. Hein? Tu as pris ta drogue. Et puis surtout, la sensation de paix, de flottement, d'extase dans lequel tu es à ce moment-là, quoi. Et ce qui est intéressant, qu'on découvre au fur et à mesure, c'est de se dire, bon Dieu, on nous interdit de prendre de la DMT en France. Notre corps la produit tout seul. C'est pas un truc de fou, ça. Donc, ça va être l'idée derrière cette respiration aussi, que nous allons faire dans quelques instants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis, ou commentaires par rapport à ce sujet passionnant, en tout cas qui me passionne? Ouais, Stéphane, moi j'ai une question. Oui, Pascal. Le rapport entre la Kundalini et la pinéale. Parce que Eh quand ben, des fois on voit machin et tout ça, et il se rencontre dans la pinéale, et là ça fait boum, si je puis dire. ouais. Eh ben, écoute, il y a beaucoup de choses autour de ce terme-là, Kundalini, notamment cette énergie. Imagine que lever dans ton bassin, tu as quand même une énergie qui est capable de donner la vie. Et qui est souvent un petit peu, cette énergie-là, bloquée. Quand on a une montée de Kundalini, on le sait. Hein. C'est pas, ouais, peut-être que j'ai. Non, tu sais. C'est un truc qui te prend, qui est juste incroyable. Bref, tu as deux énergies principales dans le corps, physiquement et matériellement, le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui te pousse à l'action. Il y a un enfant qui est en train de se noyer ou quoi que ce soit, qui est en danger, tu plonges, tu y vas, bam, ça c'est ton système nerveux sympathique qui est en action. Tu rentres chez toi, tu es un peu fatigué, tu te poses, tu te détends, tu te régénères. Ça, c'est ton système nerveux parasympathique qui te détend, qui appuie sur le frein. Hein. Si on prend l'image d'une voiture, le système nerveux sympathique, il accélère, le système nerveux parasympathique, il ralentit. Et en fait, quand tu as une extase, un sentiment d'extase, une forme de jouissance, où tu vis quelque chose de cet ordre-là, c'est la fusion, une sensation de fusion entre ces deux systèmes nerveux. Ces deux systèmes nerveux, à ce moment-là, fusionnent ensemble. Okay. Quand tu n'es pas, en tout cas à ma connaissance, tu n'as pas la maîtrise consciente d'une montée de Kundalini. Tout ce que tu peux faire, c'est aligner tous tes centres énergétiques, activer ton cœur et ton énergie sexuelle pour lui donner le chemin. Je te donne un exemple. D'un stage que j'avais donné où je propose cette méditation un peu plus longue avec cette respiration. Et ça m'arrive assez régulièrement, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et je vois une personne qui commence à gémir. Ah, ah, et son corps se met à bouger. Et je sais qu'elle ne peut pas contrôler ses muscles comme c'était en train de se faire. Et elle est en train de vivre quelque chose de très fort à ce moment-là. Donc je sais que ce n'est pas du fake et qu'elle est en sécurité, donc je laisse. Et je sens qu'elle se contient. Et on en discute à la fin. Elle me dit, écoute, j'étais en train d'avoir un orgasme. Et je me suis dit, stop, j'arrête parce qu'on va me prendre pour une folle, on va me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Et donc, il y a sa conscience qui est revenue à ce moment-là pour la stopper dans ce qu'elle était en train de vivre. Elle avait une montée de Kundalini, c'est-à-dire cette énergie sexuelle. Et il y en a une ici qui connaît bien ça. Je vous invite à vous tourner vers Luna Bargi si vous en avez l'occasion et l'envie. Euh, c'est une des choses qu'elle propose, notamment. Car c'est le côté d'énergie sexuelle sacrée. Et tout ça remonte dans ton corps en partant du plancher pelvien jusqu'à ton cœur, traitement d'information, et ensuite envoyé comme une fusée vers ton cerveau, au cœur de ton cerveau. Et c'est pour ça que tu peux vivre un orgasme du cœur ou un orgasme cérébral que probablement un homme ne pourra jamais t'offrir. Il y avait une dame comme ça qui disait le jour où j'ai vécu cet orgasme du cœur, je me suis dit, mais ça me sert à quoi d'avoir un homme maintenant? Tellement le truc est extraordinaire. Alors bien sûr, ça peut se faire à deux. Quand il y a deux êtres humains conscients qui éveillent en eux et chez l'autre cette énergie-là, on rentre dans une sexualité qui n'a plus rien à voir.
qu'on ne peut même pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc cette montée de Kundalini, cette montée énergétique, d'ailleurs dans le caducée, et dans d'autres traditions d'ailleurs, on voit souvent un serpent qui monte et l'autre qui descend, énergie féminine, énergie masculine. Dans le caducée, c'est les deux qui montent ensemble, le long de la colonne vertébrale, qu'on appelle aussi le tube pranique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver et avoir une dose d'amour qui est telle que, tu sais, ton champ informationnel, il part, grosso modo, hein, de ton périnée jusqu'à chakra couronne, on parlait Martine tout à l'heure, et ça fait ce mouvement-là, de bas en haut. C'est le tord. De bas en haut, de bas en haut. Tout champ électromagnétique, c'est ça. Quand tu fais remonter ton liquide céphalorachidien au cœur de ton cerveau, que tu actives ton cœur et que tu compresses ta glande pinéale par une respiration particulière, ce qui est possible d'arriver, c'est que c'est tellement, tout est parfaitement aligné dans toi, ok, que tu as harmonisé tes centres énergétiques, que tu fais remonter ce liquide céphalorachidien, que tu ressens l'énergie du périnée monter dans ton cœur, activer ton cœur et que ça part vers le cerveau, l'énergie est tellement puissante, le champ électromagnétique est tellement puissant qu'il va s'inverser. Et c'est là que tu reçois. Tu as l'impression de recevoir de l'information dans ce sens-là. Mais là, c'est plus chimique. Là, ça n'a plus rien à voir avec de la chimie. Vous avez une douche électromagnétique. C'est comme si vous sentiez vibrer les 50 trillions de cellules que vous avez dans le corps. Et vous vous mettez à pleurer d'amour, à pleurer d'extase. Ça sort de partout. Et ça peut être très perturbant. Parce que cette information-là, elle est tellement de haute fréquence que votre système nerveux, il n'a pas l'habitude. Donc, vous pouvez pousser des cris, avoir des mouvements bizarres. C'est là qu'il faut lâcher, en fait, quand ça arrive. Ça peut se faire le jour où on fait une respiration, une méditation, mais ça peut se passer 3 heures plus tard. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi qui maîtrise cela. OK? Laetitia, Luna, Bargy, je te vois sourire. Tu veux dire un mot à ce sujet? C'est un peu aussi une de tes spécialités, d'en parler, de le vivre. Tu veux? Bonjour. Bonsoir. Oui, plutôt bonsoir. Oui, bah, moi, je fais beaucoup travailler le bassin et moi, c'est en faisant beaucoup de méditation avec l'œuf de yoni, obsidienne, voilà, où j'ai vraiment, libéré des choses assez puissantes, ouais. Merci. J'imagine que d'autres Oui, ici. bah, il y a pas mal les femmes connaissent, quoi. Faut pas ça nettoie pas mal de choses, dans le bassin et puis après effectivement la reliance au cœur et puis, la connexion, voilà. Tout s'aligne. Dans beaucoup de traditions, effectivement, et notamment en Kundalini Yoga, mais je pense aussi même chez les Tibétains ou le chaudron, etc., il y a des mouvements de Oui, bassin qui permettent c'est aussi ça. d'activer. On va tourner, on va faire de la danse aussi comme ça, où on tourne de manière en spirale en fait, vraiment pour, Exactement. déloger effectivement, ouais, des choses. Merci. Merci, Laetitia. Quelqu'un d'autre? Oui, parce que Luna Louve, Laetitia, c'est aussi Luna Bargy sur Facebook, pour une fréquence particulière. Luna. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ou c'est OK pour vous et on passe à l'exercice pratique? Commentaire? Pas de commentaire? Génial. Eh bien, merci pour cette première partie.